Jadis, les voiles pourpres des navires de Carthage traçaient les voies maritimes vers le Levant, la Grèce, la Gaule antique et les côtes espagnoles. Carthage, la cité-république des explorateurs, navigateurs et marchands, régnait sur la Méditerranée. Aujourd'hui, baignée par les vagues, Tunis retrouve son passé endormi. Une histoire née de la mer et qui débute dans la nuit des temps. Dans les vénelles parfumées de jasmin de l'ancien village de pêcheurs de Sidi Bou Saïd, chaque porte semble cacher un trésor. Un secret bien gardé, la mémoire multiple d'un pays. Ils étaient numides, puniques, romains, vandales, byzantins, arabes, espagnols, turcs, juifs, français, grecs et italiens. Tous ont laissé leur empreinte. Des traces faites de gloire, de conquêtes, de guerres, mais aussi de monuments et de chefs-d'œuvre. Le Bardo, autrefois résidence des bey, des rois de Tunis. Cédé à la direction des antiquités et des arts de Tunisie du temps du protectorat, le palais devient musée des antiquités nationales le 7 mai 1888. Un palais-musée, un chef-d'œuvre de l'architecture palatiale. La lecture des plaques photographiques du début du siècle atteste que longtemps le musée s'est voulu la vitrine des trésors antiques. Toute l'attention étant portée à l'art romain, le passé islamique du pays est oublié. Une vision de l'archéologie, somme toute, bien occidentale et coloniale. Avec l'indépendance du pays, les conservateurs successifs vont transformer le musée pour qu'enfin, à travers toutes les collections, apparaisse la diversité tunisienne. Les anciens appartements royaux sont transformés en salles d'exposition. Ils abritent la plus riche collection du monde de mosaïques romaines, des statues de marbre issues des fouilles de l'antique Carthage et une collection d'art islamique. Le Bardo est un des plus grands musées du monde par sa collection importante, par ses 100 000 objets conservés dans ses réserves et en partie exposés. Il vient après le Caire, en deuxième place dans les musées arabes et africains, mais contrairement au Caire, il n'est pas uniquement voué à une seule civilisation. Il est voué à plusieurs civilisations qui se sont donc depuis la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. C'est sa notoriété, sa spécificité qui ont fait un des musées les plus importants de la Méditerranée, comme sa collection de mosaïques qui est la plus importante, 5000 m², c'est un chiffre impressionnant. Le Bardo, c'est un livre d'histoire de la Tunisie, c'est la vitrine du patrimoine, mais c'est aussi un témoignage de ces phases successives de la Tunisie dans la construction de la Méditerranée antique et médiévale et actuelle, bien entendu, puisque la Tunisie reste encore importante sur l'échiquier méditerranéen et on le voit clairement à l'heure actuelle. En 1999, un prêt accordé par la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, accompagne le désir des conservateurs d'agrandir et de moderniser le musée. Chaque page de l'histoire tunisienne, chaque époque, doit trouver sa place et son sens dans le nouveau musée. Face à cette demande, le challenge pour un architecte, c'est qu'à la limite, son intervention n'apparaisse pas comme une manifestation de son ego, de sa facture, de son style, mais plutôt au contraire une sorte d'évidence. C'est-à-dire que le bâtiment est un palais, il reste un palais. Les œuvres d'art sont extraordinaires, illustrent ce que nous sommes, notre passé, nos racines communes, nos racines croisées, et que ce sont cette manifestation qu'il faut rendre visible en les présentant, en les mettant en relation, en les accompagnant par l'architecture, par la lumière, par la couleur, de façon à rendre ces choses évidentes et familières aussi.
Un projet pharaonique conçu par deux architectes muséographes français en collaboration avec un architecte tunisien. Le chantier, qui débute en mars 2009, permet de doubler la surface d'exposition en la portant à 23 000 mètres carrés. Le triomphe de Neptune, une colossale mosaïque de 104 mètres carrés, accueille dès l'entrée le visiteur. Un choc frontal inoubliable. La mosaïque est la pièce maîtresse de l'entrée et elle est perceptible dès l'extérieur, depuis le porche d'entrée. Elle met en scène l'entrée du musée, elle introduit le visiteur à cette perception des œuvres qu'il va voir dans l'ensemble du musée. En même temps, elle donne la lecture de toute cette histoire dont chaque médaillon est le témoignage et que le visiteur va retrouver à travers toutes les œuvres dans le musée. Cette histoire du monde romain, cette histoire du monde des termes d'où vient la mosaïque, cette histoire de la mythologie antique. Le plus grand tableau de mosaïque du monde. 4 tonnes de marbre et de pâte de verre posées à la verticale. Sirènes perchées sur leurs serres d'oiseaux, dauphins, panthères marines, et les nymphes qui encadrent Neptune triomphant sur son char mené par des chevaux marins. 20 personnes vont travailler pendant 2 années pour restaurer et dresser l'immense pavement. Après avoir travaillé 2 années à la préparation de la mosaïque, la victoire de Neptune, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose d'intime entre elle et moi. Oui, une relation d'amour entre nous. J'ai été attirée, subjuguée par toutes ces couleurs. J'ai noté avec précision les détails, l'attention donnée aux mouvements par les pierres, la façon de les assembler et le pourquoi du choix des couleurs. Il s'est créé une relation noble entre nous. Cette œuvre est vraiment unique. Le Bardo rassemble la plus grande collection de mosaïques romaines au monde, plus de 5000 mètres carrés exposés. Des tableaux qui sont faits d'innombrables tesselles, dés de pierre, de marbre, de pâte de verre, qui racontent comme un album de photos minérales l'histoire et les légendes de la Tunisie de l'époque romaine. Avant d'être romaine, la Tunisie a été numide, puis punique. La salle punique et ses statues de terre cuite. Déméter assise sur un trône. Et Tanit à la tête de lion, la compagne de Baal-Hamon, les 2 divinités principales du panthéon carthaginois. L'histoire punique de Carthage commence par une légende. La reine Élissadidon, phénicienne en exil, aborde en 814 avant Jésus-Christ les côtes de l'actuelle Tunisie et achète au roi local un territoire aussi grand que peut le recouvrir une peau de bœuf. La reine, belle et rusée, découpe alors la peau en fines lanières et trace ainsi les frontières d'un territoire suffisamment important pour y bâtir une ville. Carthage. Carthage a toujours été un lien très étroit avec la mer. Nous sommes ici donc dans le port le plus important du sud de la Méditerranée, à savoir le port de Carthage, et qui a été creusé. Donc c'est un coton, c'est pas un port naturel, et qui démontrait donc ce savoir-faire des Carthaginois qui tiraient leur force de leur maîtrise de la technique de la navigation. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est devenu une métropole à l'égal de Rome et d'Athènes, avec un habitat, avec des ports, avec des monuments publics. L'emplacement de Carthage est au cœur de la Méditerranée. C'est un choix absolument stratégique
au milieu de cette Méditerranée sur lesquelles Carthage tirait leur force économique. Carthage est à son apogée. On la surnomme avec respect l'Empire de la mer. Statuettes et vases de terre cuite, masques terrifiants pour éloigner les mauvais esprits, rasoirs de bronze, sceaux en or, en jaspe ou cornaline, amulettes d'or et camée. Les trésors réunis au bardeau issus des nécropoles puniques montrent la puissance et la richesse de Carthage. Le Tophet de Salammbô, un site funéraire punique, révèle près de 20 000 urnes et stèles votives. C'est un sanctuaire à ciel ouvert, dédié à la divinité suprême du panthéon phénicien, à savoir Baal Hannoun. Baal est la divinité la plus importante du panthéon. Elle est garante de la prospérité, de la richesse agraire, et donc elle relie la cité avec la campagne qui l'entoure. Et ce culte a été maintenu à l'époque romaine en associant cette divinité à une divinité similaire du monde italique qui s'appelle Saturne. La majorité des urnes contiennent des os brûlés, d'humains et d'animaux, traces de sacrifices et d'offrandes aux dieux. En 1921, la stèle du prêtre et de l'enfant est découverte lors d'une fouille clandestine. Gravé sur le calcaire, apparaît un prêtre qui se prépare à offrir un enfant aux divinités. Cette découverte rappelle certains textes antiques qui relatent le sacrifice des enfants par les Carthaginois. Un sacrifice qui évoque le terrible rituel de Moloch. Les populations sémitiques pouvaient aller, dans des circonstances absolument exceptionnelles, à sacrifier un enfant pour le dieu le plus important, en temps de guerre, en temps de... Donc c'est une action de grâce. Mais les fouilles qui ont été pratiquées, les analyses des urnes, montrent bien que c'est souvent des sacrifices d'animaux, plutôt, donc de substitution. Il reste peu de choses de Carthage la Punique. Car concurrente de Rome, la ville doit disparaître. Deux empires ne peuvent régner sur la Méditerranée. Alors, Caton l'Ancien déclare au Sénat de Rome « Carthago delenda est ». Il faut détruire Carthage. Carthage était la rivale de Rome et pendant 2 siècles, 3 guerres puniques qui se sont terminées avec la destruction de la ville. Les Romains, en arrivant ici, ils ont acquis le territoire de Carthage qui devient propriété du peuple romain. Ils choisissent un autre nom en s'inspirant de ce qui existait sur les sols, le sol tunisien, à savoir des tribus du côté, disons, à 40 km de Carthage, qu'on appelle les Afri ou les Affaires. Ils ont tiré de ça le nom Africa pour rayer le nom de Carthage de l'histoire. Le mot Afrique est une invention romaine, née avec la destruction de Carthage. Vaincue par les légions romaines en 146 avant l'ère chrétienne, la ville est brûlée, rasée, et les survivants vendus comme esclaves. Il ne doit rien rester de la fière cité de la reine Didon et du général Hannibal. Les terres sont labourées et couvertes de sel. Carthage n'est plus. C'est une Pax Romana qui est imposée pendant près d'un siècle à la nouvelle province baptisée Africa. Mais Carthage va renaître de ses cendres grâce à Jules César. Conscient des immenses potentialités économiques de la province, il décide de ressusciter l'antique cité. Quand César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ, son fils adoptif Auguste, empereur de Rome, baptise la nouvelle ville Colonia Julia Concordia Carthago. L'empereur Auguste installe sur ces terres fertiles des vétérans de son armée et des colons. L'Africa doit devenir le grenier à blé de Rome. Par la grâce de Jules César, Carthage va devenir l'une des villes les plus importantes de l'Empire, après Rome et Alexandrie.
Découverte en 1896 dans un jardin de Sousse, la mosaïque de Virgile est l'une des pièces emblématiques du Bardo. La plus prestigieuse représentation du poète romain est datée du IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est l'empereur Auguste qui commande à Virgile un long texte épique de 10 000 vers, l'Énéide. Pour l'empereur, il s'agit d'offrir à Rome une épopée nationale capable de rivaliser en prestige avec l'Iliade et l'Odyssée. Sur la mosaïque, le poète apparaît entre deux muses, Calliope, muse de l'épopée, et Melpomène, de la tragédie et du théâtre. Sur les genoux de Virgile, un volumène déroulé laisse voir en cours d'écriture le 8e vers inachevé. Muse, rappelle-moi pour quelle cause, pour quelle offense à sa volonté divine et pour quelle douleur. L'urbanisme à Carthage est un urbanisme absolument très intéressant, donc classique bien entendu, avec ces maisons avec un péristyle, des salles qui s'ouvrent sur le péristyle, donc avec un portique et un jardin au milieu, parfois des fontaines, pavés de mosaïques importantes, géométriques ou figurées. Et donc c'est vraiment une image assez saisissante de cette opulence, de cette grande culture de ces propriétaires terriens qui avaient un mode de vie très luxueux, où donc on a une salle à manger, où on a des dîners le soir et on écoutait des poèmes. La maison, c'est à la fois un lieu de vie, mais aussi un lieu de convivialité, de rencontre, de sociabilité. Donc on voit que cet urbanisme, d'abord, il reflète la présence d'une bourgeoisie locale riche, qui tire sa richesse du commerce maritime ou bien des activités agricoles. Donc on a vraiment une preuve de la présence d'une population romanisée qui a réussi à avoir des fortunes assez importantes. Si à l'époque punique, Carthage était une grande capitale, pendant la période romaine, elle devient encore plus splendide. La cité acquiert une importance vitale pour l'Empire et en tire de grands bénéfices. C'est de là que partent les produits agricoles, blé et huile qui servent à alimenter l'immense population de Rome et à laquelle les empereurs donnent gratuitement le pain pour maintenir la paix et l'harmonie. En échange du privilège de nourrir Rome, Carthage obtient un statut spécial de colonie romaine et se couvre de monuments grandioses. Les thermes de l'empereur Antonin s'étalent sur une longueur de 300 mètres. Il propose aux citoyens de la ville tout l'art des bains romains. Aujourd'hui, c'est un colosse abattu et dépouillé de presque tous ses apparats. Pendant des siècles, de Tunis à Pise, à travers toute la Méditerranée, les thermes ont servi de carrières de pierre que tous ont pillées. La particularité des mosaïques du Bardo, c'est qu'elles ont un aspect documentaire. C'est des scènes de la vie quotidienne, c'est des scènes de chasse, c'est des scènes de pêche, c'est des combats. Vraiment, c'est de l'instantané et je pense que la plupart des spécialistes parlent d'une invention de l'impressionnisme avant la lettre. C'est une peinture sur pierre, mais c'est une peinture qui décrit une réalité que les commanditaires voulaient qu'elle soit une réalité éternelle, parce que ça montre la richesse du pays, sa romanité, sa place dans la latinité. Et ces mosaïques sont vraiment des documents importants. Ce ne sont pas des mosaïques qui ont été produites selon des schémas antiques qu'on reproduit ici et là. Non, c'est la réalité africaine. Formés par des maîtres venus de Rome, les artistes locaux s'approprient la technique. Mieux, ils la transcendent et créent leur propre style. Dans le tableau de Diane Chasseresse, le décor est africain. L'arbre est un olivier et l'arc est bandé vers une antilope. Même si les thèmes restent empreints de mythologie, la facture se fait africaine. Les pierres viennent de Tunisie et de tout le bassin méditerranéen. Les tesselles sont taillées dans du marbre, du calcaire,
de l'argile, du porphyre. Et les Carthaginois, bien avant l'arrivée des Romains, dominaient la fabrication de pâtes de verre. Ombre, lumière, dégradé, volume, polychromie, la mosaïque est devenue un art majeur de l'Africa Romana. Dans la salle de Douga, sur la mosaïque des échansons, figure une scène de beuverie. 2 personnages servent à boire à leurs hôtes. Sur les amphores court une inscription en grec. « Bois, tu vivras ». Un tableau comme une promesse d'un bon accueil. En 37 de notre ère, l'expansion romaine prend la route du sud et des colons romains fondent la ville de Touga, l'actuelle Douga, sur le site d'une ancienne cité punique. Installée sur les contreforts, la position est idéale pour protéger les marches de l'Empire, et la région est riche en oliviers et terres agricoles. Une vingtaine de temples, un capitole, des thermes, un théâtre, un marché, des citernes imposantes et des villas luxueuses. Sous le ciel en bois peint et sculpté de la salle de Douga, se dresse la mosaïque des cyclopes forgeant les foudres de Jupiter. L'œuvre provient d'un pavement décoratif d'un des thermes de la cité. 3 cyclopes nus, Brontès, Stéropès et Pyracmone, forgent les foudres de Jupiter. Le dieu Vulcain, qui maintenait les foudres sur l'enclume, a disparu, effacé par le temps. La mosaïque date de la fin du IIIe siècle. Deux riches citoyens de la ville font édifier à leurs frais le Capitole en 166 après Jésus-Christ. Les 4 colonnes corinthiennes de la façade s'élèvent à 8 mètres de haut et sur le fronton, un relief représente un homme emporté par un aigle, symbolisant l'apothéose de l'empereur Antonin. Ce temple est consacré au culte de la triade protectrice de Rome, Jupiter, Junon et Minerve. Le théâtre peut accueillir 3500 personnes sur 19 rangées de gradins, divisées en 3 étages qui font face à la Seine. Le choix s'est porté sur la ville de Douga pour qu'elle devienne une ville romaine du fait de 4 facteurs principaux. Premièrement, car l'emplacement est perché sur une zone de montagne, cela permet de protéger la ville contre les attaques et de plus, par cette hauteur, on a un accès vers le sud. Aussi pour l'abondance de l'eau. On l'achemine là-bas via un aqueduc qui démarre à 12 km de Douga. Troisièmement, la terre est fertile et cela favorise l'agriculture. Et enfin, il y a une relation de continuation et de complémentarité entre les autochtones et les nouveaux arrivants. L'arc de Sévère Alexandre, premier empereur né-africain, se dresse aux portes de la ville. Il est bâti en 235 pour remercier Rome des privilèges accordés à Douga. La culture de l'olivier fait la prospérité de la cité. C'est de l'une des plus riches villas de Douga que provient la mosaïque d'Ulysse résistant au chant des sirènes, inspirée de l'Odyssée. Ulysse et son équipage croisent une île où se trouvent 3 sirènes, des êtres aux bustes de femmes auxquels s'attachent des ailes et des pattes d'oiseaux, les cruelles sirènes. La première tient une flûte, la seconde une lyre et la dernière chante.
Prévenu par Circé la magicienne, Ulysse demande à son équipage de se couvrir les oreilles de bouchons de cire. Ses deux fidèles compagnons, Eurylope et Périmède, prennent soin de l'attacher au grand mât. Ainsi, le rusé Ulysse peut écouter le chant sans succomber au charme fatal de la musique des sirènes. À Madia, à l'extrémité du cap, un émouvant cimetière marin rejoint le Coton, l'antique port creusé de main d'homme dans la roche. Ancien comptoir phénicien, il sert encore aujourd'hui de point d'attache aux pêcheurs. À quelques encablures de ce port, au début du siècle, la mer offre au musée du Bardo l'un de ses plus beaux trésors. En 44 avant Jésus-Christ, un bateau quitte le Pirée, chargé de collections. L'itinéraire était le Pirée vers Ostie, donc il était destiné probablement à des maisons romaines, de la bourgeoisie romaine, probablement des sénateurs romains. Et ce bateau, qui était un bateau assez important, c'est un cargo, échoue donc à Mehdia suite à une tempête qui s'est déclarée donc pratiquement non loin de la Sicile, puisqu'il devait prendre le détroit de Messine et longer la côte italienne et arriver à Ostie. Il coule avec cette collection de bronze, de marbre de grande importance. La collection de Mehdia est le premier témoignage d'un trafic de biens culturels dans l'Antiquité. Rome a conquis la Grèce, mais c'est la Grèce qui a conquis Rome. L'aristocratie romaine ne cache pas son engouement pour l'art gréco-hellénistique. De nombreuses œuvres d'art sont arrachées au temple pour être envoyées en Italie. De véritables catalogues circulent, un trafic d'art s'organise entre le Pirée et Ostie, le port antique de Rome. En 1907, par le plus grand des hasards, des pêcheurs d'éponges découvrent l'épave du navire à 5 km des côtes de Madia. Des scaphandriers participent à la première campagne de fouilles. Puis, en 1948, les recherches reprennent sous la direction du commandant Cousteau. Les scaphandres autonomes sont utilisés. Une première en archéologie sous-marine. C'est un trésor inestimable que récupère le Bardo. Statues et cratères de marbre sont abîmés et rongés par leur séjour marin de 2000 ans. Les 4 cratères restaurés sont ornés de scènes dionysiaques. Satyre, Silène, Ménade et Dionysos s'entrelacent et dansent ivres de vin au son de la cithare, des crotales et de la flûte. Les pièces de bronze, statues et mobilier, protégées par une gangue de concrétion, ont mieux résisté aux outrages du temps et de la mer. Restaurées par le musée de Bonn en Allemagne, elles sont aujourd'hui dans un excellent état de conservation. Les nains grotesques et Hermès l'orateur semblent s'être réveillés de leur long sommeil marin. En 27 avant notre ère, l'empereur Auguste installe une colonie de vétérans de ses légions sur le site de Tuburbo-Majus, initialement peuplé d'autochtones, les Libyco-Puniques ou Berbères. Sur ces terres fertiles, la ville atteint son apogée entre le 1er et le 3e siècle. Sur le podium du Capitole se dressent 4 colonnes corinthiennes de marbre. La cella, au cœur du temple, abritait une colossale statue de Jupiter de 7 mètres de hauteur. Peuplée alors d'environ 1000 âmes, la cité se couvre de monuments, de temples et de villas somptueusement décorés de mosaïques. 2000 ans au passé,
et le pressoir à huile semble encore attendre sa remise en activité. L'huile est avec le commerce du blé la source principale de la fortune de la ville. Le sport, comme dans toutes les cités romaines, est honoré. Sur la mosaïque des pugilistes aux prises, on distingue nettement le plus vieux boxeur, les deux genoux à terre, le visage couvert de sang et qui attend le coup de grâce de son jeune adversaire. Au nord de la ville s'étend la Palestre. Les citoyens viennent y pratiquer la lutte et les sports avant de s'abandonner au plaisir des thermes. Dans ces lieux décorés de mosaïques, chacun a le choix entre une multitude d'itinéraires, des bains chauds à ceux froids, des galeries de flânerie au lieu de causerie ou de lecture. Les bains romains s'adressent à l'esprit comme au corps. Le bain, un acte d'hygiène, un acte de purification, un acte quotidien de la vie du citoyen. Le pavement de fontaine semi-circulaire avec la tête hirsute du dieu océan souligne le soin apporté à la décoration des thermes. La visite des bains dans l'Africa Romana antique flattait vraiment tous les sens. Panem et circenses, du pain et des jeux. La célèbre formule de Juvénal, l'auteur des Satires, rappelle la place centrale des jeux du cirque dans l'Empire romain. Un formidable instrument qui lie les habitants de l'Empire plus efficacement que toute idéologie. Tisdrus, l'actuel El Djem, est à son apogée l'une des plus grandes villes de l'Afrique antique. Capitale de l'olivier et centre de commerce au carrefour de nombreuses routes, la cité étale son opulente richesse en se dotant d'un amphithéâtre à l'image du Colisée de Rome. Dès la fin du IIe siècle, à côté du répertoire classique, apparaissent de nouvelles tendances qui correspondent aux préoccupations de la bourgeoisie africaine. Les thèmes s'inspirent de la vie quotidienne et de la réalité économique et sociale. Chasse et jeux d'amphithéâtre. De disciples, les artistes africains sont devenus de véritables maîtres et la mosaïque de l'Africa Romana connaît son âge d'or. Haut de 36 mètres, l'amphithéâtre d'El Djem. Face à son modèle, le Colisée, il ne cède que par ses dimensions légèrement réduites. 427 mètres de périmètre et 30 000 places, contre 527 et 40 000 places. Donc, nous sommes ici à l'intérieur d'un monument emblématique de l'Afrique romaine, à savoir la Tunisie de l'Antiquité romaine. C'est le lieu où se tenaient des jeux d'amphithéâtre, des jeux de reconstitution, de chasse réelle contre les fauves, entre des gladiateurs et des fauves. Ces jeux étaient un élément de cohésion sociale pour la ville, puisque c'était souvent organisé par des sodalités qui sont des associations sportives, politiques, et qui finançaient ces jeux, et qui étaient donnés gratuitement. La mosaïque du banquet travesti montre 5 convives, probablement des gladiateurs, banquetant derrière une table rappelant la forme de l'arène. Près des taureaux destinés à combattre, un serviteur rappelle aux hôtes ivres « Silence, laissez dormir les taureaux ». Présentées dans les citernes qui alimentaient en eau l'ancien palais du bey, les stèles funéraires et les stèles votives sont comme des ex-voto de pierre adressés aux dieux et aux souvenirs des vivants. Les Romains puis les chrétiens abandonnent peu à peu la crémation pour l'usage du sarcophage. Une sépulture de marbre réservée aux seules familles riches. Les muses, filles de Zeus et de Mnémésine,
la déesse de la mémoire, sont souvent les dernières compagnes de pierre des défunts. En 312, l'empereur byzantin Constantin se met publiquement sous la protection du dieu chrétien. Longtemps caché derrière des codes artistiques empruntés aux païens, l'encre pour la croix, le poisson pour Jésus, les banquets pour la Seine, les bergers pour les apôtres ou Jésus, les chrétiens peuvent maintenant afficher leur foi à travers les mosaïques. Ce sont les mêmes artistes qui exécutent la commande du notable païen ou du notable chrétien. Trouvé dans les ruines de l'église dite du prêtre Félix, le baptistère est la pièce maîtresse du département paléo-chrétien. Datée du VIe siècle, la cuve baptismale en forme de croix grecque porte les mots de ses dédicants. Aquinius, Juliana son épouse et leurs enfants ont posé cette mosaïque destinée à l'eau éternelle. Avant les chrétiens, les Juifs pratiquaient déjà leur religion à Carthage. La légende raconte que les premiers Israélites seraient venus après la destruction du temple de Salomon par Nabuchodonosor. Ils auraient assisté à la fondation de Carthage la Punique. Plus tard, en remerciement de services rendus, Jules César accorde aux Juifs de Carthage la religio licita, la liberté de culte. L'inscription votive de la mosaïque révèle que la salle de la synagogue avait été pavée aux frais d'une dame Juliana. Punique, romaine, juive, chrétienne, l'Africana se construit par couches successives. On a bâti une civilisation, mais sur les traces d'une autre, en se servant comme base les périodes antérieures. La période d'Antiquité tardive, l'islam est à côté, puisque nous savons très bien, d'après les témoignages archéologiques, qu'il y a eu une continuité dans la vie, une continuité dans le style de vie, dans les pratiques économiques, etc., de l'époque antique à l'époque médiévale. Donc le bardo montre cette harmonie, ce dialogue entre les cultures, cette succession de phases, sans douleur, avec beaucoup de facilité dans ce passage d'une période à une autre. La matrone à sa toilette, une mosaïque de la période byzantine. Tout est opulence, mais dans le reflet de son miroir, cette femme riche voit peut-être déjà la fin de l'Africa romaine et chrétienne. Les cavaliers sont sortis des néants arabiques. Une autre religion, une autre civilisation se prépare à trouver sa place. Au cœur du désert, Kairouan, la ville sainte, la ville mythique. Capitale de la nouvelle Ifriqiya arabe, elle règne sur le Maghreb et la Méditerranée. Numide, puis punique, romaine, byzantine, le nord de l'Afrique est désormais arabe. Élevée en 670, la Grande Mosquée est l'ancêtre, la mère de toutes les mosquées de la région. Une superficie de 9000 m² consacrée à la prière et aux études religieuses. On y enseigne aussi les mathématiques, l'astronomie, la médecine et la botanique. Une véritable université. On accède à la salle de prière par 17 portes en bois de cèdre sculptées. La salle est portée par 414 colonnes de marbre prélevées sur les sites romains antiques. La première marque à travers l'histoire, surtout dans l'Antiquité et ce qu'on appelle l'époque médiévale, c'est que le premier signe du pouvoir, c'est la frappe de monnaie.
Et il faut savoir que les Arabes, quand ils sont arrivés, ils ont affaire à des gens qui parlent le latin. Et pendant presque un demi-siècle, sur les frappes monétaires d'époque musulmane, la légende est islamique, mais les caractères sont latins. Et ça veut dire que les Arabes savaient, et les musulmans savaient qu'ils ne peuvent pas s'adresser à des gens qui ne connaissent pas l'arabe. Et donc, ils ont repris la langue latine, mais pour écrire les légendes islamiques. Voilà un modèle qui démontre que le nouveau pouvoir n'était pas en coupure avec le passé. Et donc, notre histoire s'est faite dans l'enrichissement. Dans les salles qui portent les noms des 3 capitales successives de la Tunisie, Kérouan, Mahdia et Tunis, le nouveau département arabo-islamique témoigne des arts et du savoir-faire des ateliers des périodes aghlabides, fatimides et hafsides, les premières dynasties arabes du pays. Auparavant, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, le musée du Bardo était le musée des Antiquités. L'aile islamique, même qui fut fermée à un certain moment, était exiguë. Maintenant, on a de grandes salles pour les différentes phases islamiques, les différentes collections des différentes phases islamiques. Dans ce sens, oui, le musée du Bardo a pris plus de connotations de tunisianité. La mosquée du Barbier au cœur de Kérouan, la ville aux 300 mosquées, la capitale de la culture islamique. Une culture longtemps cachée par les anciens archéologues du musée du Bardo, formés à l'école orientaliste. Faïence de Calaline, céramique hafside, poterie vernissée, vase et coupe de verre abbasside. Astrobal en bronze, boussole et cadran solaire, pièces d'or de l'époque des Omeyyades, bijoux et textes sacrés, le génie arabe retrouve aujourd'hui sa place au Bardo. Je trouve extraordinaire que parfois le hasard fait bien les choses. Le projet a été conçu sous la dictature, réalisé réellement et inauguré, ne serait-ce que partiellement, avec la Révolution et avec l'esprit de la Révolution, où on a un musée représentatif de toute l'histoire du pays. On circule d'une phase à une autre et on voit les continuités d'une période à une autre. Et ça, c'est l'esprit de réconciliation, pas seulement du Tunisien avec lui-même, avec l'autorité, mais aussi avec son histoire. Et le musée du Bardo, peut-être, concrétise le mieux pour le moment cette révolution dans un monument où il résume l'histoire du pays. La Révolution de Jasmin de 2011 était l'œuvre de la jeunesse tunisienne. Au musée du Bardo, qui fait peau neuve, d'autres jeunes prennent le pouvoir.
convention signée en 2009 entre le Louvre, le Bardo et l'Institut national du patrimoine tunisien permet la formation de 5 jeunes étudiants à la restauration. À eux la charge de restaurer la collection lapidaire du musée. Une mise en valeur de leur héritage comme un engagement artistique mais aussi politique. Oui, c'est bon. Je crois qu'il faut... Et là, il faut... Le moment est particulier dans la salle Carthage. La première statue restaurée par l'équipe, une Vénus pudique, retrouve sa place. Vas-y, redresse un peu, redresse un peu. Là, on va arrêter. Non, vers ma gauche. Oui, ah bah, pas vers la droite, non. Ouais. Moi, je pense qu'elle est bien positionnée. Hein. La plainte est normale. Donc, pour moi, c'est une victoire et c'est aussi, c'est comme un remerciement. C'est comme s'ils avaient reçu ce que je leur ai donné, qu'ils avaient entendu. Et bon, il y a le rapport humain, il y a le fait que je pense avoir rempli aussi la mission de l'institution, puisque c'est un transfert de savoir-faire, tout simplement. Et ça a extrêmement bien marché ici. Mais ça reste leur patrimoine. C'est pas le mien. Ça, c'est important. La majestueuse coupole polygonale, en stuc ouvragé de style hispano-maghrébin, penche ses dentelles de plâtre vers la mosaïque des jours et du zodiaque. Dans cet écrin se trouvent 2 joyaux de bronze. Bacchus, enfant. Le jeune dieu tient d'une main un thyrse, un javelot, de l'autre, un riton à tête de panthère. Hercule, ivre, urine en titubant. Comme toujours, le héros antique hésite entre une vie de vertu ou de débauche. La salle Altiburos, l'ancien salon de musique. Sous les plafonds en bois, peints de style néo-baroque italien, 2 balcons se font face. L'un pour les musiciens, l'autre pour les favorites du bey. C'était un palais de prince arabe. Un chef-d'œuvre d'architecture ottomane, il est devenu musée. Nous avons voulu donner un témoignage sur la succession de ces civilisations tunisiennes qui ont participé à la construction de cette Tunisie actuelle. C'est un débat actuel sur les origines des Tunisiens et le Bardo va donner des clés et des preuves aux Tunisiens de montrer que leur histoire commence il y a longtemps et qu'elle continue et qu'elle va continuer. Donc c'est un endroit pour moi et c'est une expérience importante d'être au cœur du débat actuel après la Révolution. C'est ce débat sur ce que la Tunisie représente, ces peuples successifs, qu'est-ce qu'ils ont laissé pour la Tunisie, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces civilisations. Je crois que le Bardo, avec ce projet, apportera des réponses. C'est un nouveau Bardo qui ouvre ses portes. Né le même jour qu'une révolution, il a lui aussi désiré changer. Alors il s'est agrandi avec élégance, a mis en lumière des trésors jadis cachés. Et il a donné à tous, Numides, Puniques, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes, Espagnols, Turcs, Juifs, Français, Grecs et Italiens,
leur place. Aujourd'hui, au Bardo, s'ouvre le livre de 30 siècles d'histoire de la Tunisie, de toute la Tunisie.